Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 septembre 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et je salue chaleureusement votre public. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher un plus large public. Et si vous souhaitez suivre Alex, juste sous son nom, vous trouverez son Substack où vous pourrez le suivre. Vous y découvrirez beaucoup de choses intéressantes. Alex, commençons par la situation au Moyen-Orient, qui a été assez audacieuse à l'ONU, car tout le monde parlait de la solution à deux États et de la reconnaissance par les pays européens, ainsi que par l'Australie et le Canada. Mais lorsqu'il s'agit des États-Unis, la situation est bien plus compliquée, Alex. Beaucoup de personnes prennent la parole, comme Tucker Carlson et Candace Owens, des personnes qui ont soutenu et fait campagne pour Donald Trump, qui l'ont aidé à se faire élire aux États-Unis. En ce moment, il y a beaucoup d'inquiétudes concernant Israël et l'influence que Benjamin Netanyahu exerce sur Donald Trump. Voici ce que Tucker Carlson a déclaré dans le podcast de Glenn Greenwald. C'est mon pays. Je veux dire, je ne possède pas le pays, mais j'en suis un actionnaire. Je suis américain. Et vous ne pouvez pas utiliser mon pays comme un produit jetable. C'est tout simplement pas possible. Je veux dire, Bibi court partout. C'est un fait. Je ne fais pas de suppositions à ce sujet parce que j'ai parlé à des gens à qui il l'a dit. Il parcourt le Moyen-Orient, sa région et son propre pays. Et il dit aux gens, sans détour, il l'affirme. Je contrôle les États-Unis. Je contrôle Donald Trump. Il dit ça. Et encore une fois, je ne fais absolument aucune supposition. C'est un fait. Et je les mets au défi de dire que c'est pas vrai, parce que c'est vrai et ils le savent. Donc je suis américain. Comment pensez-vous que je me sens? Même si je n'avais pas voté pour Trump, ce que j'ai fait, je l'ai fait. J'ai fait campagne pour Trump. Mais même si c'était Joe Biden, je suis américain. On ne peut pas traiter, c'est trop humiliant. Je ne peux pas supporter ça, et je ne devrais pas avoir à l'endurer. C'est un pays de 9 millions d'habitants. Je ne dis pas que c'est... Je n'attaque même pas le pays. J'attaque mes dirigeants, qui permettent que ma nation de 350 millions de personnes soit forcée de faire des choses qui sont mauvaises pour moi et mes enfants à cause d'un autre pays. C'est une violation de l'accord le plus fondamental que nous avons avec nos dirigeants, à savoir, représentez-nous s'il vous plaît, au moins la plupart du temps. Et ils ne le font pas. Et il y a ce rituel d'humiliation permanent conçu pour nous rendre tous fous, conçu pour nous transformer en haineux. Je ne vais pas leur donner la satisfaction de devenir ce qu'ils disent que je suis. Je ne suis pas quelqu'un de haineux et je ne le deviendrai jamais. Mais je n'accepterai jamais cela. Je ne devrais pas avoir à l'accepter. Je n'ai rien dont je devrais avoir honte. Je n'ai aucune opinion inavouée. Je ne cache rien. Je dis exactement ce que je pense tout le temps. C'est injuste. Et si ce n'est pas injuste, expliquez-moi en quoi ça ne l'est pas. Pourquoi ne cessez-vous pas de m'attaquer et d'essayer de faire renvoyer des membres de ma famille, ce qu'ils ne cessent jamais de faire? Pourquoi ne me dites-vous pas plutôt en quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'ont en réalité aucun argument. Il n'y a aucune justification à contrôler le gouvernement des États-Unis dans le but de servir l'expansion, quelle qu'elle soit, d'un autre pays. Je pense que cela montre l'une des principales raisons pour lesquelles les gens aux États-Unis et en dehors des États-Unis sont si méfiants quant au rôle d'Israël dans l'assassinat de Charlie Kirk. Quel est votre avis là-dessus? À votre avis, pourquoi les gens sont-ils si méfiants? Parce que Tucker Carlson n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas une personne ordinaire. Et ce n'est pas quelqu'un que le Parti républicain ou la base de Donald Trump peut ignorer. Mais il n'est pas satisfait de la situation.
Quel est votre avis là-dessus? Le soutien inconditionnel à Israël est devenu une partie intégrante de la culture américaine. Cela a été fait délibérément, et je pense que tant que les gens pouvaient continuer leur vie quotidienne sans trop prêter attention à cette question, toutes les discussions revenaient à « Oh, Israël est notre allié, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, nous soutenons Israël, et c'est comme ça. » Et puis de temps en temps, il y avait quelques escarmouches, Israël procédant à sa tonte de la pelouse, et ainsi de suite, qui revenaient un peu sur le devant de la scène. Mais, vous savez, c'était bref. Les médias traditionnels se précipitaient immédiatement avec des justifications, des excuses, des affirmations renouvelées du type « Oh, nous soutenons tous Israël, c'est ce que nous sommes, c'est comme ça ». Et c'était presque une constante de la société américaine, une partie de la culture. Aujourd'hui, cela fait presque 2 ans que les Israéliens mènent un génocide totalement impitoyable, déchaîné, barbare et criminellement fou contre les Palestiniens. Et cela ne peut pas être ignoré, d'autant plus que nous ne dépendons plus uniquement des médias traditionnels. Nous avons les réseaux sociaux, où les gens partagent de vraies informations, y compris les aspects les plus atroces de cette opération à Gaza, qui inclut la famine de masse de la population et le ciblage délibéré de jeunes enfants, des actes incroyables qui, je pense, ne peuvent pas échapper à l'attention des gens. Il est difficile de ne pas le voir, il est difficile de ne pas y penser, il est difficile de ne pas en parler. Donc cela circule. Et je pense que cela a en quelque sorte accumulé du bois sec prêt à s'enflammer pour une réaction. Et je crois que l'étincelle a finalement été allumée de façon spectaculaire avec l'assassinat de Charlie Kirk. Et donc maintenant, il me semble qu'une grande partie de la société américaine, plus de la moitié à mon avis, et parmi les jeunes, c'est la grande majorité, tend à voir Israël comme un État voyou et Benjamin Netanyahou comme un criminel de guerre malfaisant. Donc, dès qu'il y a le moindre soupçon qu'Israël ou Benjamin Netanyahou ou des soutiens israéliens aux États-Unis pourraient être derrière l'assassinat de Charlie Kirk, ils sont enclins à le croire. Et maintenant, cela est devenu évident, presque un fait devant le tribunal de l'opinion publique américaine. Peu importe les faits, les gens ont déjà certaines convictions qu'il sera très très difficile de déloger. Alors, que faut-il en penser? Je crois que c'est une bonne chose dans la mesure où ça permettra à Trump de dissocier son administration et lui-même du soutien à Israël. Mais il y a aussi d'autres signes inquiétants, car ce que nous avons appris de cet assassinat de Charlie Kirk, en particulier grâce au reportage très courageux de Max Blumenthal dans The Grey Zone, c'est que selon des sources de la Maison-Blanche, l'administration est envahie par des sionistes. Le chef de cabinet de Trump travaillait auparavant pour Benjamin Netanyahou, ce que je trouve absolument incroyable, mais apparemment c'est un fait. Et que Trump a en réalité peur d'eux, qu'il a peur de Benjamin Netanyahou et des sionistes parce qu'il pense qu'il y a un risque d'assassinat contre lui s'il vacille dans son soutien à Israël. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je le crois, parce que toi et moi en parlons depuis 1 mois. En observant Trump, je n'ai jamais eu l'impression qu'il soit vraiment et sincèrement ami avec Benjamin Netanyahou, ou qu'il soit inconditionnellement dévoué à la sécurité de l'État d'Israël. J'ai toujours pensé que si j'étais sioniste, je ne ferais pas confiance à Trump. Je me méfierais beaucoup de lui. Et nous verrons ce qui se passera. Nous pourrons juger Trump sur cette question.
Mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec le peuple américain qui a décidé qu'il ne voulait plus que les États-Unis soient impliqués avec Israël, qu'il ne voulait plus que la richesse américaine soit gaspillée dans le génocide israélien, je veux dire le génocide israélien contre les Palestiniens, cela permettra à Trump de se dérober à cet engagement. Nous verrons s'il le fait. Mais je soupçonne que si Israël renouvelle une attaque contre l'Iran et qu'il porte le premier coup plutôt que les Iraniens, il y a de fortes chances que les Américains restent à l'écart. Et cela change énormément la situation au Moyen-Orient, sans parler de la formation de nouvelles alliances et de l'afflux de nouvelles armes vers l'Égypte et vers l'Iran. Donc la situation a changé même depuis la guerre de 12 jours de l'été dernier jusqu'à aujourd'hui, en faveur de ce qu'on peut appeler l'axe de la résistance, et au détriment de Grade. Alex, je veux parler de la situation au Moyen-Orient. Mais avant d'y venir, avec la commémoration de Charlie Kirk, on voit une énorme division, un immense fossé entre les deux camps de cette histoire. Un camp dit « Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Quelle était la raison principale de cet assassinat? Qui en est responsable ?» L'autre camp, qui représente la version officielle, on voit le directeur du FBI, on voit Donald Trump lui-même, affirme « Cet homme était responsable. Il n'était lié à personne d'autre, et il a agi à cause de son partenaire transgenre. » La communication que l'on a vue entre les deux était censée dater de plus de 50 ans. Les jeunes ne communiquent pas de la façon dont cela a été présenté. Oh mon Dieu! Quoi? Je vais y aller et le décrire dans les moindres détails. Et le FBI, qui sort en disant que cet homme changeait sans cesse de tenue, ce qui n'a aucun sens pour les gens. Et voici ce qu'a dit Tucker Carlson. C'est une grande source d'inquiétude pour ceux qui critiquent l'administration. Il était un évangéliste chrétien. Et cela me rappelle en fait mon histoire préférée. Donc il y a environ 2000 ans à Jérusalem, Jésus arrive et commence à parler des gens au pouvoir. Il commence à faire la pire chose possible, c'est-à-dire dire la vérité sur les gens. Et ils détestent ça. Ils deviennent complètement fous. Ils deviennent obsédés par l'idée de le faire taire. Ce type doit arrêter de parler. Il faut qu'on le fasse taire. Et je peux presque imaginer la scène. Dans une pièce éclairée à la lampe, un groupe de types assis autour d'une table, en train de manger du houmous, en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire de ce gars qui dit la vérité sur eux. Il faut absolument qu'il arrête de parler. Et il y a toujours un gars avec une idée brillante, et je l'entends dire « J'ai une idée. Pourquoi ne pas simplement le tuer? Ça le fera taire. Ça réglera le problème. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est inversé. Il essaie désespérément de dire à l'administration que cela ne fonctionne pas ainsi. Il essaie d'envoyer un message, non pas à ceux qui sont de l'autre côté, mais à ceux de son propre camp. Ce n'est pas ainsi qu'il faut traiter ce genre de problème. Il faut en trouver les causes profondes. Oui, je suis d'accord, Nima. Et pour moi, cela indique qu'il existe un groupe ou un réseau de personnes au cœur de l'administration ou alliés à l'administration qui adoptent une position beaucoup plus constructive, pro-américaine, pro-républicaine, et par là je n'entends pas républicaine au sens du parti républicain, mais attachée aux traditions de la République américaine, en réaction aux excès et aux abus de l'Empire britannique, et des personnes qui souhaitent ramener les États-Unis à ces traditions, qui perçoivent et interprètent les événements cruciaux auxquels nous assistons aujourd'hui avec plus de clarté et qui s'expriment de manière plus honnête et plus sincère.
Et il me semble qu'elle parle au nom de ces parties de l'administration qui ne peuvent pas et n'osent pas s'exprimer aussi ouvertement. Ou bien ceux qui, de manière opportuniste, sont dans l'administration attendant de poignarder Trump dans le dos ou de le tromper. Ou encore, vous savez, comme disaient les Britanniques, ces chuchoteurs de Trump qui lui bourrent la tête de mensonges et d'absurdités pour le pousser à changer d'avis sur certains sujets. Donc je pense que l'autre camp, où l'on retrouve Tucker Carlson et quelques autres, essaye de tirer dans l'autre sens. Je ne sais pas trop quoi penser de Trump lui-même, car ces dernières, non seulement déclarations mais aussi politiques, sont tellement incohérentes que, comme le dit notre ami Larry Johnson, Trump est-il rusé comme un renard ou simplement fou? Et vous savez, j'ai toujours eu tendance à penser que je penchais à 60-40 en faveur de Trump. Mais je pense que la semaine dernière m'a fait pencher à environ 51-49. Et la raison pour laquelle je suis encore à 51% en faveur de Trump, c'est que certaines de ses déclarations et politiques sont tellement farfelues et insensées que j'ai vraiment du mal à croire qu'elles soient réelles. Je me dis toujours que ça doit être une sorte de diversion stupide. Ça doit être de la désinformation. Il ne peut pas vraiment penser ce qu'il vient d'écrire ici. Et puis, plus j'y réfléchis, plus je me dis non. C'est vraiment aussi fou que ça. Je repense à quelque chose dont toi et moi avons parlé il y a longtemps, en mars, quand Trump a lancé l'opération Rough Rider, quand il a commencé à bombarder les Yéménites en disant genre « Oh, on va les bombarder comme personne ne l'a jamais fait auparavant. Il les bombarde depuis 10 ans, depuis 2015, comme personne ne l'y ait fait auparavant. » Cela n'a rien changé. Et maintenant, tu vas refaire la même chose en pensant que quelque chose va changer. Je me suis dit, soit c'est une diversion, soit quelqu'un a fait pression sur Trump. Tu sais, on revient encore à la discussion selon laquelle il craint certaines personnes autour de lui, comme les sionistes dans ses rangs, qui pourraient l'assassiner. Cela pourrait faire partie de l'histoire, ou peut-être qu'il n'a même pas peur qu'il l'assassinent. Il suffit qu'il menace des membres de sa famille, qu'il dise « Tu fais ce qu'on te dit » ou « Tu as beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ce serait dommage s'il leur arrivait quelque chose. » Ou alors on se dit qu'il approche des 80 ans et qu'il n'est peut-être plus aussi vif et lucide qu'avant. Donc tu vois, il pourrait y avoir beaucoup d'explications différentes à ce qui se passe. Et je ne pense pas que nous puissions vraiment savoir laquelle de ces options est la bonne. Mais vous savez, je suis très reconnaissant qu'il y ait des personnes brillantes et courageuses qui gagnent de plus en plus d'influence dans l'espace public, comme Tucker Carlson, Max Blumenthal, le juge Andrew Napolitano avec toutes ses interviews, comme votre chaîne, et ainsi de suite. Ainsi, le véritable débat et la vérité inondent enfin le public. Et je pense qu'en fin de compte, si ce tsunami de changement dans l'opinion publique continue, Trump n'aura pas d'autre choix que de se plier à la volonté du peuple américain. Et alors, vous savez, nous n'aurons plus à nous inquiéter de savoir si Trump est une opposition contrôlée, s'il a été piégé, victime de chantage ou s'il perd la tête. Les choses se passeront comme le peuple américain le souhaite. Oui, Alex, nous avons eu le chef du Qatar. Il a dit que selon lui, Israël, ils ne savent pas comment gérer Israël, tu sais. Et il a dit, il visite notre pays, complote pour l'attaquer, il négocie avec la délégation et complote pour assassiner les membres des équipes de négociation. N'est-ce pas la définition d'un gouvernement voyou? Il pose la question à l'ONU. Et tu sais, Alex, ça ne s'arrête pas là, parce que ce dont parle Tucker Carlson et ces gens-là, ce n'est pas seulement à propos de Tucker Carlson.
Ça concerne tous les pays. Tu regardes le Moyen-Orient. Ces gens qui, hier encore, étaient en quelque sorte des alliés des États-Unis. Ils sortent et disent, quoi d'autre Israël ferait-il? Ils vont attaquer. Ils vont tous nous tuer ensemble. Et toi, récemment, Naftali Bennett a donné une interview. Il parlait du plan du côté d'Israël. Et voici ce qu'il a dit. Il y a tellement d'inquiétudes. C'est incroyable ce qu'on sait. Et vous avez la résolution de l'Assemblée générale appelant à une solution à 2 États. Ne considérez-vous pas cela comme un signe que le reste du monde n'est plus d'accord avec vous? Oh non, j'en suis bien conscient. Mais en ce qui concerne notre position internationale, écoutez, c'est difficile. Mais je préfère que mes enfants vivent et soient impopulaires plutôt qu'ils soient tués et aimés dans le monde entier. Il n'y a pas de limite pour ces types. Il n'est même pas dans le camp. Il n'est même pas dans le même parti que Netanyahou. Il n'est pas au gouvernement. D'une manière ou d'une autre, il critique le gouvernement sur certaines politiques intérieures, mais ils sont totalement alignés en ce qui concerne la politique étrangère et ce que fait Israël. Oui, je pense que c'est de la paranoïa. Je pense qu'il s'agit d'une forme de psychose dans laquelle les Israéliens se sont collectivement enfermés, parce que la seule façon pour eux de se sentir en sécurité, c'est de tuer tous ceux qui pourraient potentiellement devenir leurs rivaux ou une menace pour eux. Et donc aujourd'hui, en très grand nombre, ils disent, oui, en fait, tuer de petits enfants est justifié parce qu'ils pourraient devenir adultes et devenir des djihadistes et des terroristes du Hamas. D'ailleurs, je ne pense pas que le Hamas soit une organisation terroriste. Je ne fais que les paraphraser. Et ils vont venir nous attaquer, donc si on les tue maintenant, c'est une bonne chose. Mais imaginez si les Palestiniens ou n'importe qui d'autre utilisait ce même raisonnement. S'ils disaient, eh bien, il est parfaitement normal et acceptable de tuer des enfants juifs et israéliens parce qu'ils pourraient grandir et devenir des soldats de Tzahal qui vont ensuite nous abuser et nous brutaliser chez nous et sur notre terre. Bien sûr, ce serait totalement inacceptable. Mais vous savez, dans leur psychose et leur paranoïa, ces Israéliens pensent qu'ils sont entièrement dans leur droit de faire tout ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, ce serait comme si je brutalisais tous mes voisins ici, parce que je pense que certains d'entre eux pourraient éventuellement vouloir me faire du mal, et donc je leur fais du mal avant qu'ils ne puissent m'en faire. Dans une société ordinaire, on considérerait une personne comme ça, soit comme quelqu'un qui doit aller en prison, soit en hôpital psychiatrique. Et on m'enfermerait si je me comportais ainsi. Mais je pense qu'il est important de reconnaître ici que le projet sioniste, dans son ensemble, est bien plus vaste qu'Israël lui-même. Je pense qu'Israël n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le projet dans son ensemble est extrêmement étendu et traverse tous les centres de pouvoir des sociétés occidentales, en particulier, encore une fois, Londres, Washington, New York, et ainsi de suite. Et cela a également été en partie révélé après l'assassinat par le Shin Bet, car comme l'a révélé Max Blumenthal, il existe tout un réseau de milliardaires aux États-Unis qui sont loyaux envers Benjamin Netanyahou. Et ils lui sont loyaux d'une manière très étrange, presque comme s'ils avaient été faits pour remplir ce rôle. Et l'un d'eux est Larry Ellison, ce que je n'avais pas vraiment réalisé. Mais il s'avère, et tout cela a été révélé sur Internet, à travers ses différentes déclarations au fil des années, qu'il est un sioniste fanatique et qu'il est l'un des plus grands donateurs de l'armée israélienne, ce qui est très étrange pour un milliardaire de la tech. Si vous venez de lancer votre entreprise, que vous avez réussi et gagné beaucoup d'argent, il y a de nombreuses causes que vous pourriez soutenir dans la vie plutôt qu'une armée à l'autre bout du monde, non?
half around the world, right? And so that's a very interesting thing because c'est donc très intéressant, car j'ai aussi entendu récemment Larry Ellison, lors d'un de ces forums, je ne sais plus si c'était un forum Michael Milken ou le Forum économique mondial à Davos, quelque chose comme ça, parler du fait que toutes ces technologies de contrôle vont garantir que tout le monde se comporte au mieux. Autrement dit, il adhère totalement à ce programme du Forum économique mondial qui vise à nous placer sous un contrôle et une surveillance totale, de sorte que nous ne puissions vraiment rien faire. Nous ne pouvons pas protester. Nous ne pouvons même pas critiquer. Nous devons, vous savez, être prudents, rester à jour avec nos calendriers de vaccination, les rappels et tout le reste. Tout cela fait partie du même ensemble. Ensuite, Larry Ellison apparaît également dans une enquête que j'ai moi-même menée sur une entreprise appelée Theranos, dont je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Theranos, c'était il y a environ 20 ans. C'était une affaire énorme. C'était une entreprise dirigée par une très jeune Américaine nommée Elizabeth Holmes. Et Elizabeth Holmes était censée être l'inventrice d'un dispositif de diagnostic révolutionnaire capable de diagnostiquer avec précision environ 120 maladies différentes à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt. Eh bien, vous savez, j'ai examiné la question et toute cette affaire était une fraude depuis le premier jour. La technologie n'a jamais fonctionné. Elle n'a jamais été qualifiée pour la diriger. Tout cela était une bulle extrêmement étrange de la Silicon Valley qui s'est effondrée, passant d'une valorisation d'environ 9 milliards de dollars à zéro en très peu de temps. Mais ce qui est curieux, c'est que l'un des plus grands soutiens financiers d'Elizabeth Holmes n'était autre que Larry Ellison, encore une fois. Et l'ensemble de son conseil d'administration était composé de personnes issues de l'appareil sécuritaire, personnes du domaine médical. Il y avait des gens comme Henry Kissinger, désolé le nom m'échappe, mais il y avait aussi le général Mattis, George Shultz, Sam Nunn, qui était président de la commission des services armés au Sénat. Donc des personnes très très puissantes issues de l'État profond, du complexe militaro-industriel, de l'appareil sécuritaire et des services de renseignement. Personne ne venait du domaine médical ou du diagnostic. Et cette fille n'y connaissait absolument rien. Et là, on retrouve encore Larry Ellison, l'archisioniste. Puis au fur et à mesure que j'ai mené mon enquête, il s'est avéré que toute cette affaire Theranos était la préparation, très probablement, ce n'était pas dit explicitement, c'était très probablement la création d'une arme informationnelle pour de futures pandémies qui allait être utilisée contre l'ensemble de l'humanité partout dans le monde, car leur objectif était de pouvoir tester 20% de la population mondiale chaque semaine. Donc, le projet sioniste, le Forum économique mondial, la City de Londres, parce que Larry Ellison est aussi très proche de Tony Blair, Monsieur City de Londres, en plus d'être proche de Benjamin Netanyahou. Tout cela semble donc converger et cela tourne toujours autour du même cercle fermé. Et il semble s'agir d'un cercle relativement restreint, mais ils sont extrêmement riches et extrêmement puissants. Mais, comme mon enquête sur Theranos l'a prouvé, ils sont aussi extrêmement vulnérables, car des lanceurs d'alerte comme Max Blumenthal, Tucker Carlson, Dave Smith et d'autres, ces personnes ont le pouvoir de les faire s'effondrer. Et j'ai démontré cela dans l'enquête sur la façon dont Theranos s'est effondré. C'est cette entreprise massive, apparemment invincible, qui s'est effondrée parce qu'une poignée de personnes ordinaires à l'intérieur de l'entreprise ont refusé de se taire et ont continué à s'exprimer et à dire la vérité, malgré le fait qu'on ait tenté de les décourager, de les intimider, de les poursuivre, l'un d'eux jusqu'à se suicider. Mais ils ont tenu bon malgré tout.
et tout s'est effondré. Et je pense que Theranos est un petit reflet fractal d'une structure plus vaste qui va s'effondrer de la même manière. Parce qu'il y a des gens courageux, des gens braves qui continuent de dire la vérité. Et puis vous savez, Trump ou pas Trump, ça n'a presque plus d'importance à ce stade. Je pense que le tsunami est lancé et qu'il déracine toute la structure de mensonges qui a été soigneusement construite pour nous depuis des décennies. Je ne savais même pas que j'allais dire tout ça. Alex, je pense qu'il s'est dit quelque chose lors de l'entretien avec Tom Brock, qui était en quelque sorte un signal d'alerte, non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour la Russie, la Chine, l'Inde, pour tous ces acteurs, pour l'Iran. Et voici ce qu'il a dit. J'espérais que vous n'alliez pas poser cette question, parce que je n'en sais rien. Je ne pense pas que qui que ce soit le sache. Écoutez, la fin du jeu, quand on parle de paix, c'est une illusion. Il n'y a jamais eu de paix. Il n'y en aura probablement jamais, parce que tout le monde se bat pour la légitimité. Au final, quelqu'un veut la domination, ce qui signifie que quelqu'un doit se soumettre. Dans cette région du monde, se soumettre, il n'y a pas de mot arabe pour se soumettre. Ils n'arrivent pas à concevoir la soumission. Donc au final, la prospérité est la seule réponse. L'ignorance est si grande parce que le mot musulman est trop chargé de sens. Oui, Nima, peux-tu me rappeler encore une fois qui était cet homme? Tom Barak, l'envoyé Amérique Moyen-Orient. D'accord. Eh bien, pour moi, c'est un membre typique de la classe équestre de l'Empire, suffisamment instruit pour accomplir ce qu'on attend de lui, pour vendre ce qu'il doit vendre, et assez ignorant pour ne pas remettre en question son rôle dans le processus. Donc tout ce qu'il a dit là, je le vois comme faisant partie de son endoctrinement. Ce n'est même pas du tout vrai, c'est absurde. Mais cela le justifie parce qu'il dit « Eh, soit je suis au sommet, soit quelqu'un d'autre le sera. » Donc il vaut mieux que je brutalise les autres plutôt qu'ils me brutalisent. C'est pratiquement le même état d'esprit que ce qu'a dit Naftali Bennett dans le petit extrait que vous avez montré il y a quelques minutes. Et bien sûr, cela fait partie de la maladie du monde occidental. Nous ne pouvons pas concevoir un avenir différent de ce que nous faisons actuellement. Et nous continuons, et ça fonctionne presque pour nous parce que, vous savez, nous pillons pas dans le monde. Nous apportons cette richesse immense. Nous la distribuons dans un cercle minuscule de classes privilégiées qui jettent ensuite des miettes et de petits privilèges à des gens comme Tom Barak, n'est-ce pas? Et Naftali Bennett, et des personnes comme Keith Kellogg, et ainsi de suite. Et ils continuent à répéter les mêmes absurdités, parce que s'ils comprenaient ce qu'ils devraient comprendre, ils ne pourraient pas continuer à faire ce qu'ils font. Donc, vous savez, c'est comme l'un de ces dictons, on ne peut pas faire comprendre quelque chose à un homme si le comprendre signifie qu'il va perdre son emploi. Mais c'est une philosophie laide. C'est une philosophie foncièrement laide, sans Dieu, sans âme, qu'il a manifestement adoptée, et il la prêche presque d'une manière suffisante, arrogante, sûre de lui. Mais plus j'entends des gens comme ça, plus ils me semblent faibles, fragiles et perdus. Et je pense qu'ils tomberont. Je pense que lorsque nous examinons exactement ce qu'il a dit Alex, il y a 3 mots-clés dans ses propos. Domination, soumission du peuple et prospérité. Regardez le Moyen-Orient. Qui est prospère? Ceux qui se soumettent, ceux qui ont accepté la domination des États-Unis, de l'Occident. Regardez l'Europe. L'Europe est-elle vraiment puissante? L'Europe est-elle puissante? Ont-ils une quelconque influence sur les États-Unis? Tu parles des Britanniques et de ces élites au Royaume-Uni.
Ceux-là ne font pas partie de l'Europe, Alex. Ils font partie des élites. Ils n'en font pas partie. Oui, je voudrais simplement réagir. Ils ne font pas partie de l'élite. Ils font partie de la classe parasite. Ce ne sont même pas des élites. Ce sont pour la plupart des dégénérés consanguins qui tirent du plaisir de la pédophilie, de la drogue et de toutes ces choses laides et horribles. Ce ne sont pas des élites. Ils n'écrivent pas de romans, ne composent pas de symphonies, ne sculptent pas de sculptures et ne construisent pas de cathédrales. Ils parasitent l'ensemble de la société et utilisent ensuite la richesse qu'ils en extraient pour se livrer à des actes complètement dépravés et dégénérés. Et le problème avec ce genre d'argument, Alex, c'est que cette époque est révolue. Cette époque n'existe plus. Quand tu vois les États arabes qui prennent position, quand tu vois le nouvel accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite, tu vois je ne sais pas si tu as vu le chemin de fer qui va du Pakistan à l'Iran, puis à la Turquie. Ces gens-là changent d'avis d'une certaine manière. Ils voient ce qui se passe dans le monde. Parce que la Russie ne va pas se soumettre. La Chine ne va pas se soumettre. L'Inde ne va pas le faire. L'Iran ne va pas le faire. Et ces pays tirent des enseignements de ce qui se passe à l'Est et de l'élan que prend le BRICS. Je pense que c'est un véritable bouleversement dans toute la situation. Ces personnes au pouvoir aux États-Unis, comme Tom Barrack en parlait, ont toujours le même état d'esprit. Cela ne fonctionne plus. Et voyez-vous le changement arriver en Europe? Voyez-vous le changement arriver? Je vois ce qui se passe, au moins au Moyen-Orient. D'une certaine manière, à cause de leur situation, les dirigeants des États arabes ont tellement peur d'Israël et de ce que fait Israël. Cela pourrait finalement les amener à changer d'avis et à se tourner vers l'Est. Je suis entièrement d'accord. Et le changement est en train de bouillonner sous la surface en Europe aussi, mais de manière très puissante. Les gens aspirent à des valeurs traditionnelles. Les gens aspirent à des quartiers sûrs, à la prospérité, à de bons emplois, à un sentiment de sécurité, et ainsi de suite. Et ils voient que tout ce que cette classe impériale parasitaire leur impose est en réalité en train de les transformer en serfs, en esclaves. Cela rend leur ville, leur quartier, leur village plus dangereux. Cela leur fait perdre des emplois. Je vais simplement vous donner 2 exemples rapides de mon pays, la Croatie. La destruction du bétail atteint des sommets. Et ils continuent de trouver des justifications. Oh, il y a ce virus, maintenant il y a cet autre virus. Ils ont toujours une raison, mais le résultat, c'est qu'ils détruisent le bétail par dizaines de milliers. Les gens constatent donc que non seulement les agriculteurs sont écrasés et détruits, mais que les régions agricoles de Croatie se vident de leur population. Et les gens se demandent pourquoi, dans quel but, pourquoi faites-vous tout cela? Et ils réalisent qu'il manque de nourriture, qu'il pourrait arriver un jour où il n'y aura plus rien dans les supermarchés, et cela les rend nerveux. Un autre exemple, ce sont les migrations. Il existe un système organisé pour amener des migrants en Croatie. C'est devenu un business. Des gens en tirent profit, ils parcourent le monde, les recrutent, puis les amènent ici. Le gouvernement croate subventionne ensuite les entreprises pour qu'elles emploient ces migrants. Jusqu'à présent, les principaux migrants arrivés en Croatie étaient des Népalais, puis des Indiens. Maintenant, ils changent et disent, d'accord, plus de Népalais, ni d'Indiens. Maintenant, nous faisons venir des Philippins. Donc, il y a des gens qui vont là-bas et qui ramènent des personnes. Maintenant, si j'ai une entreprise en Croatie, le gouvernement me subventionne pour embaucher ces personnes à hauteur de 600 € par mois.
Donc je reçois 600 € par mois pour embaucher un migrant, et ces migrants travaillent pour aussi peu que 800 € par mois. Donc en tant qu'homme d'affaires, j'obtiens un travailleur pour seulement 200 € par mois. Ce n'est donc pas gratuit, mais vous savez, c'est presque rien. Et pour une raison quelconque, notre propre gouvernement fait cela. Et donc ce que voient les Croates, les Italiens, les Allemands, les Français, les Espagnols, ils voient tous la même chose. Et la colère et la révolte prennent de l'ampleur. Et puis il y a ces dirigeants comme Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer et consorts, qui sont extrêmement impopulaires, ils sont vraiment sur un fil. Et donc, pour rester au pouvoir, ils sont obligés d'annuler la démocratie. Ils sont obligés d'interférer avec la volonté du peuple de toutes les manières possibles, juste pour s'assurer que nous ne puissions pas changer de cap et que nous ne puissions pas inverser la situation. Mais en même temps, je constate qu'il y a des influences cachées venant de l'Est. Apparemment, il y a d'importants investissements venant de pays comme la Chine dans les pays européens. Et je ne peux pas affirmer cela comme un fait parce que j'en ai pas la certitude. Mais c'est simplement mon impression et mon jugement. Ils ne sont pas là uniquement pour investir de l'argent et faire des affaires. Je pense qu'ils cherchent à purger le système de ces parasites, à nous aider à les renverser et à reprendre le contrôle de nos propres pays. Car alors, avec des gouvernements d'orientation souverainiste, nous pourrions réorienter le développement des nations européennes loin de ces structures mondialistes et vers des intégrations multipolaires. Nous pourrions commencer à faire partie de l'initiative La Ceinture et la Route. Nous pourrions être intégrés à la structure de sécurité de l'OCS et ainsi de suite. Et je pense qu'en fin de compte, cela va dans l'intérêt de pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, la Biélorussie, et ainsi de suite. Car plutôt que d'avoir des points de tension et des scénarios de crise, cet arc de crise qui les entoure de toutes parts, ils préféreraient avoir un voisinage paisible et stable. Donc je crois que cela est en train de se faire, mais nous n'en savons pas vraiment grand-chose de façon factuelle. Mais cela, combiné aux véritables et profondes revendications des peuples européens, qui sont très, très importantes et très lourdes, va nous mener à un certain changement, espérons-le, un changement pacifique. Mais je pense qu'il y a une possibilité que ce soit un changement violent, une sorte de délitement révolutionnaire. Alex, je ne sais pas si tu as vu ce graphique ici. Il montre que le constructeur automobile Porsche a été exclu de l'indice DAX à cause de l'effondrement des actions de l'entreprise. Et cela fait partie de l'histoire de l'Europe. Nous parlons en ce moment de l'Allemagne, qui, à mon avis, est l'un des pays les plus importants d'Europe. Et tu as mentionné Merz. Mais ces gens-là, à ton avis, est-ce qu'ils se soucient vraiment de savoir qui dirige l'Allemagne, tant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de l'Allemagne? Parce que regarde cette image. À quel point c'est incroyable, non? Tu vois deux types. Personne ne sait qui va être, tu sais, à la tête de ces entreprises autoproclamées. Le président de la Syrie, qui parle avec Zelensky. C'est le niveau de ce qui se passe, est en quelque sorte inimaginable. Vous savez, il y a 2 ou 3 ans, si on avait parlé de ces deux types qui se réunissent, vous auriez dit, c'est qui ce gars? C'est qui Al-Shara? Aujourd'hui, c'est lui qui dirige la Syrie, vous voyez? Et cette rencontre avec Zelensky, je ne vois pas. Au fil du temps, on voit le lien, cette ligne de connexion, comment ils essaient de déstabiliser toute la région. Vous voyez, c'est de plus en plus audacieux. Et pensez-vous que d'une certaine manière, ces gens, j'ai mentionné Merz, se soucient vraiment de savoir qui dirige, qui sera le président de la France, qui sera le dirigeant, supposons, le président de l'Allemagne. Tant qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent de ces pays en matière de politique étrangère, de politique intérieure,
tout cela. Non, bien sûr, ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est que leur agenda se poursuive sans interruption et sans entrave. Ce type qui se fait maintenant appeler Al-Shara s'appelait auparavant Al-Jolani. Il était à la tête du front Al-Nosra. Il s'est filmé en train de décapiter des gens. Et maintenant, il est traité comme un invité d'honneur, serrant la main des dirigeants du monde libre et son complice, Volodymyr Zelensky. C'est incroyable, mais je pense que c'est positif dans le sens où ces choses sont révélées. Et vous savez encore une fois qui a créé Al-Jolani. Ce n'était pas seulement les Turcs, c'était les Britanniques. Comme nous l'a appris notre amie Vanessa Biley, Gaziantep, près d'Idlib, c'est un peu le quartier général du MI6 en Turquie, coordonnant les actions au Moyen-Orient. Nous savons que Tony Blair, l'ami de Larry Ellison, le chef de cabinet de Tony Blair, Jonathan Powell, a été chargé de cette transformation, passant de coupeur de tête à homme d'État respectable. Sa société, appelée Intermediate, était responsable du marketing d'Al-Shara et de son ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, je crois qu'il ressemble à Al-Assad Al-Shabani. Vous savez, pour les habiller de beaux costumes, leur apprendre à réciter les éléments de langage, à paraître respectables et en quelque sorte à séduire les publics occidentaux pour qu'ils se sentent rassurés qu'un terroriste d'Al-Qaïda coupeur de tête prenne désormais la place de Bachar al-Assad à Damas. Mais en prenant conscience de cela, nous réalisons que tout cela n'est que des tentacules d'un seul et même monstre. Et encore une fois, vous savez, j'aime bien la métaphore du tsunami parce que un tsunami, avant de frapper, l'eau se retire d'abord, elle s'éloigne. Et puis à mesure que le niveau de l'eau baisse, on voit que toutes ces tentacules sont reliées au même monstre. Et je pense que toute leur stratégie, depuis des siècles, a largement reposé sur le fait de dissimuler leur jeu, d'agir dans l'ombre, de s'assurer que le public ne les reconnaisse pas. Et donc, maintenant qu'ils sont exposés au grand jour, que tout le monde peut les voir, je pense qu'ils sont en danger. Et si cela ne concernait que le peuple, vous savez, les peuples des pays européens, des États-Unis et ainsi de suite, peut-être pourrait-il encore écraser la rébellion. Mais il ne s'agit plus seulement du peuple, car il existe désormais des puissances rivales extrêmement fortes, comme la Russie, l'Iran et la Chine, qui ne vont pas se soumettre à eux, qui ont compris à quel point ce monstre est faible et fragile. Et je pense qu'ils ont compris que ce monstre n'abandonnera jamais ce qu'il fait, ce parasite, tant qu'il ne sera pas complètement écrasé et détruit. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience chez les dirigeants russes, chez les dirigeants chinois et chez les dirigeants iraniens, au minimum qui doivent aller jusqu'au bout. Ce ne peut pas être « Oh, on va juste prendre ces quelques oblasts en Ukraine et ensuite on s'arrête là ». Je pense qu'ils vont devoir continuer, pas militairement, mais ils vont devoir continuer par des moyens diplomatiques et juridiques à continuer de détruire ce monstre. Et je pense qu'à présent, même ces puissances mineures à travers le monde, qui se sont volontairement soumises parce qu'elles ont reçu quelques miettes, vous savez, des yachts dans le sud de la France, des appartements à Londres, à Genève, en Floride, etc., se rendent compte qu'elles ne sont pas en sécurité. Que vous savez, une fois que ce monstre aura détruit leur rival immédiat, elles seront les prochaines. Donc ça pourrait être MBS à Riyad, ou bien le gouvernement qatari, ou encore le gouvernement des Émirats arabes unis. Ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Vous savez, ils ont déjà dit qu'une fois qu'ils auront changé le régime en Iran, le Pakistan sera le prochain. Et Benjamin Netanyahou aiguise déjà son épée pour une attaque contre la Chine. Il veut détruire la Chine.
Ces gens sont complètement fous, pathologiquement, et il faut les écarter. Mais il n'y a pas que Benjamin Netanyahou. Il n'y a pas que les milliardaires qui entourent Trump. C'est tout un ensemble qui relie l'Ukraine, la City de Londres, le démantèlement des démocraties européennes, l'attaque contre le Venezuela, ou du moins l'attaque apparente contre le Venezuela, et ainsi de suite. C'est tout. Ce n'est pas seulement le Venezuela. Il parle de la Bolivie. Il parle du Nicaragua. Cela arrive dans la partie sud, en Amérique latine. C'est incroyable ce qui se passe. Alex, quand tu regardes la situation en Ukraine, tu vois deux types de signaux. D'une part, tu vois des pays européens, ceux qui étaient parmi les plus bellicistes concernant le conflit en Ukraine, qui disent maintenant qu'ils pourraient trouver une sorte de solution politique pour l'Ukraine. D'autre part, tu vois des gens comme J.D. Vance, je n'aurais jamais pensé qu'il parlerait ainsi, mais voici ce qu'il a dit. C'est tellement déroutant pour moi à ce stade, après plus de 7 mois de cette administration, de l'entendre s'exprimer de cette façon. Quel est l'intérêt positif de ce genre de propos pour l'administration? Voici ce qu'il a dit. Il est attentif à la réalité sur le terrain. Et la réalité sur le terrain est la suivante. Premièrement, nous avons mené des négociations de très bonne foi avec les Russes, comme avec les Ukrainiens. Je pense que le président devient extrêmement impatient envers les Russes en ce moment parce qu'il estime qu'ils n'en font pas assez pour mettre fin à la guerre. C'est le premier point. Deuxièmement, le président est de plus en plus convaincu que cette guerre est néfaste pour la Russie. Vous m'entendez le dire tout le temps. Vous entendez le président le dire tout le temps. La guerre est mauvaise pour la Russie, elle est mauvaise pour l'Ukraine, elle est mauvaise pour l'Amérique. Nous voulons que les tueries cessent. Cela reste la position du président. Mais le président sait aussi regarder la réalité sur le terrain. Il voit les chiffres économiques qui proviennent d'Europe de l'Est. Il voit le nombre de morts, tant russes qu'ukrainiens, dans cette guerre. Et le président dit à Vladimir Poutine qu'il est temps d'arrêter les tueries. Il dirait la même chose à Zelensky. En fait, il l'a déjà dit à Zelensky. Il veut que cette guerre se termine et il fait tout ce qu'il peut pour l'arrêter. Mais écoutez, si les Russes refusent de négocier de bonne foi, je pense que ce sera très, très mauvais pour leur pays. C'est ce que le président a clairement indiqué. Ce n'est pas un changement de position, c'est une reconnaissance de la réalité sur le terrain. Nous allons continuer à nous battre pour la paix chaque jour. Sous l'administration Trump, vous savez ce qui est si ignorant dans son point de vue, c'est qu'on dirait que la principale préoccupation de la Russie, c'est l'Ukraine. La principale préoccupation de la Russie va au-delà de l'Ukraine. C'est toute la situation en Europe. Et ces gens-là ne s'attaquent pas à la véritable préoccupation, aux causes profondes du conflit. C'est pourquoi je pense que nous sommes sur la voie de la poursuite du conflit. Qu'en penses-tu? Je ne peux vraiment pas considérer le discours de J.D. Vance comme autre chose qu'un spectacle de relations publiques. Vous savez, ce sont des déclarations destinées à un certain public, à une certaine, vous voyez, circonscription, peut-être des donateurs, peut-être le complexe militaro-industriel, peut-être les banquiers, peut-être tous ces gens-là, c'est de la mauvaise foi, ce n'est pas sincère. Et donc, cela nous laisse encore une fois dans l'incertitude quant aux véritables intentions de l'administration. Et encore une fois, vous savez, je dirais qu'il y a 51% de chances qu'ils veuillent la paix avec la Russie et qu'ils y parviendront d'une manière détournée, tout en laissant tout le monde dans le doute. J'essaie d'imaginer parce que, vous savez, quelque chose semble avoir changé depuis la visite de Donald Trump à Londres.
Et là, il a prononcé un discours élogieux devant le roi Charles et ses invités, déclarant « Nous faisons tous partie de cette classe parasite ». Et ce discours pourrait vraiment être interprété comme une insulte aux traditions républicaines américaines, une véritable insulte. Pourquoi l'a-t-il fait? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un l'a influencé. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, les Britanniques ont fait venir un hypnotiseur de classe mondiale pour lui dire « Désormais, tu seras mon serviteur et tu feras ce que je te dis » ou quelque chose dans ce genre. Je n'ai aucune explication. Ou bien c'est une tromperie, ou bien c'est une tromperie élaborée. Mais vous savez, les mots ont de l'importance. Il ne faut pas mentir, et il ne faut pas profaner les valeurs et l'héritage des fondations de sa propre nation. Et Trump a fait cela. Donc, j'ai trouvé ça très mauvais. Ensuite, pour continuer, il a publié quelques tweets malvenus. Ce qui m'inquiète, c'est, premièrement, la nouvelle agressivité envers le Venezuela, cette tentative apparente de changement de régime au Venezuela, et surtout cette chose complètement nouvelle, sortie de nulle part, à savoir « Oh, nous voulons récupérer la base aérienne de Bagram en Afghanistan ». Pourquoi? En 2017, lors de votre premier mandat, vous vouliez vous retirer complètement d'Afghanistan. Maintenant, après avoir discuté avec le roi Charles et Keir Starmer, vous voulez récupérer Bagram. Et je me souviens très bien que lorsque les Américains se sont retirés d'Afghanistan, les Britanniques étaient absolument hystériques à ce sujet. Vous savez, le discours américain était « Oh, c'était un retrait bâclé, mais Dieu merci, c'est fini ». En Grande-Bretagne, ils ne se souciaient pas de savoir si le retrait avait été bâclé ou non. Les Britanniques étaient tout simplement complètement vexés que les Américains aient quitté l'Afghanistan. Ils ont prononcé toute une série de discours insultant les États-Unis et l'administration Biden. Tout cela parce qu'ils se sentaient trahis. Pourquoi Bagram est-il si important? Cela ne semble pas important pour Trump, puisqu'il voulait déjà se retirer en 2017. Il semble que, pour une raison ou une autre, c'est très important pour les Britanniques. Je suppose que la raison, c'est que de là, ils peuvent provoquer le Pakistan, provoquer la Chine, éventuellement même garder l'Iran sous contrôle et faire toutes sortes de choses à partir de là. Donc, vous savez, si Trump continue d'insister pour retourner à Bagram, alors je vais devoir passer de 51-49 en faveur de Trump à penser que quelqu'un l'a influencé et que c'est une trahison. Le Venezuela, je pourrais expliquer ça. Je suis absolument certain que la pression pour organiser un changement de régime au Venezuela vient des rangs de Wall Street. Parce que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, si l'on en croit les chiffres officiels. Tous les pays producteurs de pétrole mentent sur leurs réserves. Mais admettons, disons qu'il y a beaucoup de pétrole là-bas et que ça n'a pas d'importance. Si tout le monde croit qu'il y a 320 milliards de barils de réserves, alors les marchés financiers vont fonctionner sur cette base. Donc à 100%, Wall Street veut mettre la main sur ses réserves de pétrole parce que cela permettrait d'alimenter un nouveau cycle massif de crédit aux États-Unis, création de toute nouvelle bulle et tout ce que vous voulez. Donc la pression pour un changement de régime au Venezuela à 100% vient de Wall Street. Trump ne peut pas y résister. Je vois donc cela comme une tentative peu sincère. Vous savez, quand on veut réussir un examen sans vraiment vouloir étudier, alors on envoie une petite flotte, 4000 soldats, on fait exploser quelques bateaux, on bombe le torse et on joue les durs. Mais au fond, on n'a pas vraiment envie de ce projet. Il a fait ça en 2019. Il a fait semblant de vouloir un changement de régime au Venezuela. Il a reconnu Juan Guaidó comme président légitime.
Et puis il a confié toute l'affaire à John Bolton, qu'il a qualifié d'homme très stupide, et à Elliot Abrams, le plus grand larbin célèbre de l'affaire Iran-Contra dans l'État profond américain. Évidemment, cela n'allait pas aboutir. Et ça n'a pas abouti, et rien ne s'est passé au Venezuela. Donc il pourrait refaire la même chose au Venezuela maintenant. Mais répondre, je suppose, à la pression britannique pour récupérer Bagram, cela me choque. Et c'est en fait la première fois de son mandat que je ne sais pas comment expliquer cela. Et la seule explication qui s'impose, c'est qu'il s'agit en réalité d'une trahison. Mais voyons, vous savez, est-ce qu'il fait cela sincèrement ou a-t-il simplement fait du bruit pour ensuite s'en désengager à nouveau? Alex, après 20 ans, comme tu l'as mentionné, il parle de retourner en Afghanistan. 20 ans, c'est long pour réfléchir à l'Afghanistan et à son rôle dans toute cette situation. Mais je pense que ce qui a changé dans l'esprit de ces gens, ce sont les nouvelles questions géopolitiques. Le cas de l'Iran, ils n'ont rien pu faire avec l'Iran, ce qui, à mon avis, est tellement important pour eux. Et le cas du Pakistan, qui commence à être perçu comme l'un des principaux ennemis d'Israël aux yeux de l'administration israélienne, ce qui constitue l'un des principaux projets. Je crois vraiment que l'un des principaux projets du gouvernement britannique, tu sais, de l'establishment, c'est ce qui se passe en Israël. C'est pourquoi ils essayent de faire cela, parce qu'ils perçoivent la région de la même manière que l'administration en Israël. Et je ne vois pas beaucoup de différence entre les Britanniques et les Israéliens. Le seul problème, à mon avis, et c'est pourquoi Sorma a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est pas seulement pour aider la Palestine, mais aussi à cause de la pression interne liée à ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais l'objectif principal reste le même. Ils essayent de soutenir Israël militairement, avec du renseignement, tout même dans le cas, comme vous l'avez mentionné, de l'Afghanistan. Toute l'idée, selon moi, est de savoir comment contrôler la région. Parce que l'Iran est, Alex, l'Iran atteint un point que les États-Unis, à mon avis, et le Royaume-Uni avec Israël, n'auraient jamais pensé que l'Iran atteindrait. Ils n'ont jamais imaginé que l'Iran serait assez puissant pour résister à de telles attaques. Ils pensaient que la révolution centrale en Iran, vous savez, la déstabilisation de la société iranienne, était un château de cartes qui s'effondrerait. Mais maintenant, ils se rendent compte que cela n'arrivera pas. Il y a de l'opposition en dehors de l'Iran, mais elle n'est pas vraiment capable de faire quoi que ce soit à l'intérieur du pays. Je pense que le cas iranien a d'une certaine manière changé la donne dans leur esprit. Alors, que pouvons-nous faire avec l'Iran en ce moment? Je pense que l'un des principaux enjeux au Moyen-Orient actuellement, c'est l'Iran. Oui, c'est tout à fait exact. Et l'objectif principal avec cette question est d'organiser à nouveau un changement de régime. Vous savez, ils ont besoin d'un Juan Guaido sur place pour remettre le contrôle des ressources iraniennes aux banquiers occidentaux et pour rendre le Moyen-Orient sûr pour la démocratie, les droits de l'homme et toutes ces belles choses. Et ils n'y arrivent pas. Israël, évidemment, remplissait son rôle depuis sa création, qui est de maintenir la région déstabilisée, d'aider au changement de régime, aux guerres, etc. Mais cela n'a pas fonctionné, parce que les Iraniens s'étaient préparés, et les Iraniens se sont très bien préparés depuis plus de 20 ans maintenant. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Peut-être ont-ils été pris au dépourvu le jour des attaques, mais ils ont réagi très très rapidement. Et puis, pendant 12 jours, ils ont couvert Israël de missiles contre lesquels Israël ne pouvait pas se défendre. Et je pense que ces 12 jours ont changé le monde, parce que maintenant, les puissances occidentales, qu'il s'agisse d'Israël ou non, des États-Unis ou non,
n'ont aucune réponse à cela. Et vous savez, toutes ces manœuvres actuelles avec le rétablissement des sanctions qu'ils veulent imposer, il ne semble pas que cela va fonctionner non plus. Parce que les Chinois et les Russes ont dit « c'est révoltant, c'est malhonnête », ce qui était vrai. Et nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. Nous n'appliquerons pas de sanctions contre l'Iran. Les Chinois et les Russes font ce qu'il faut, même s'ils remettent en cause les protocoles et les institutions des Nations Unies en agissant ainsi. Mais vous savez, en même temps, l'autre camp, les Français, les Allemands et les Britanniques, abusaient du système avec des manœuvres extrêmement douteuses contre l'Iran, qui a fait tout son possible pour respecter le JCPOA. Même lorsque les Européens ne respectaient plus l'accord, l'Iran a continué à s'y conformer pendant toute une année afin qu'on ne puisse pas lui reprocher l'échec du JCPOA. Et maintenant, les Européens se retournent et disent « Ah, vous n'êtes plus en conformité, sanctions automatiques ». Donc je pense que les Russes et les Chinois ont tout à fait raison de dire « Non, nous ne ferons pas cela, c'est inacceptable ». Et il semble donc que même cela va échouer. Et maintenant, que reste-t-il? Le seul outil qu'il vous reste, ce sont les armes nucléaires. C'est tout ce que vous avez. Mais si vous utilisez une arme nucléaire, c'est fini. Vous avez perdu. Vous avez tout perdu. Ce serait donc un pari énorme. Ils pourraient réussir à convaincre Netanyahou, puisque les Israéliens se sont déjà engagés dans un suicide collectif. Vous savez, après avoir commis un génocide de 600 000 Palestiniens, qu'est-ce qu'une ou deux bombes nucléaires de plus? Je pense donc que c'est là le risque. Ils pourraient essayer de le faire. Mais alors, c'est terminé. C'est terminé pour Israël. C'est terminé pour l'Empire occidental. Et je pense que l'espoir de renverser la situation en leur faveur est complètement insensé. C'est comme Jim Carrey dans ce film, Dumb and Dumber, qui dit « Donc tu me dis qu'il y a une chance ». C'est un peu ça. Et nous avons vraiment affaire à des dirigeants encore pires que ceux de Dumb and Dumber. Alex, juste pour conclure la session, n'est-ce pas incroyable de voir à quel point la politique étrangère de la Chine s'est développée pendant le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient? C'est incroyable de regarder leur politique étrangère en ce moment et la façon dont ils en parlent. Ils considèrent littéralement le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient comme la ligne de front pour eux. Oui, c'est exact. Nima, avant de conclure, je voulais mentionner un autre point concernant les Balkans, car toi et moi avons parlé de l'ouverture des Balkans comme second front dans la guerre contre la Russie. J'ai donc quelques nouvelles à ce sujet. Vas-y. Depuis environ un an, les tensions ne cessent de monter. Le gouvernement de Sarajevo, du côté musulman en Bosnie, a presque délibérément, non pas presque, délibérément, provoqué la Republika Srpska, le côté serbe. Il y a également eu des provocations du côté musulman, même si elles ne venaient pas du gouvernement, mais d'autres organisations contre les Croates. Il est clair que l'objectif est de faire monter les tensions et d'aggraver la situation afin de déclencher quelque chose dans le processus. Et maintenant, j'ai reçu des rapports du côté croate, d'un homme politique en Croatie, ainsi que d'un homme politique serbe, qui ont signalé que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, la situation s'est considérablement améliorée. L'antagonisme du côté serbe en Bosnie s'est très nettement apaisé, et le changement est très visible. Tant du côté croate que du côté serbe, ils attribuent cela à l'administration Trump, car apparemment, je ne connais pas le nom de cet homme, mais Trump a un sous-secrétaire d'État pour les Balkans, je crois, ou pour l'Europe du Sud-Est, mais je ne sais pas exactement. Et apparemment, ils ont eu des réunions avec cette personne et son équipe. Ils sont extrêmement compétents, comprennent parfaitement la situation, ne veulent pas que la guerre éclate,
et ils auraient apparemment pris des mesures actives pour calmer les choses. C'est donc un signe très encourageant. Je voulais le mentionner, c'est assez important. Oui, il est important de faire une mise à jour à ce sujet. Je me souviens que nous en avons parlé, et je pense que c'est un bon signe d'ailleurs. C'est un signe très positif dans ce chaos immense auquel nous assistons. Alex, penses-tu que nous avons vu ce professeur chinois confronter un membre de la FIDI en Chine et lui dire qu'il commettait un génocide? Tu sais, être aussi franc de la part des Chinois, ce n'était pas courant. On ne voyait pas cela auparavant. Et comment vois-tu la Chine, la manière dont la Chine évolue ou s'améliore en développant une sorte de politique étrangère? Quel est ton avis sur leur compréhension des régions? Et comment perçoivent-ils le moment final? Quelle est, selon toi, leur principale préoccupation? Eh bien, je pense que ce qui est clair pour les Chinois, c'est que ce conflit les concerne. Parce que si, par exemple, les mondialistes parvenaient à vaincre la Russie, et ils n'ont même pas vraiment besoin de vaincre la Russie, il leur suffit de manigancer un changement de régime en Russie, alors ils feraient exactement la même chose avec la Russie contre la Chine que ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine contre la Russie. Ils installeraient donc leur propre gouvernement fantoche au Kremlin, puis commenceraient à attiser la xénophobie en Russie, ce qui, croyez-moi, ne serait pas difficile à faire. Il suffit de prendre le contrôle des médias traditionnels et de commencer à semer la peur des Chinois. Pas seulement en Russie, mais je dirais aussi en Iran, au Moyen-Orient. Oui, voilà, exactement, exactement. Donc c'est un équilibre délicat. C'est comme une fine barrière avant que les choses ne tournent mal. Et puis, vous savez, la Russie possède des systèmes d'armes tellement puissants que ça pourrait être une perspective terrible pour la Chine. Il est donc extrêmement important pour les Chinois que Vladimir Poutine et son régime survivent et ne soient pas renversés. Et vous savez, plus ce jeu avance, et plus la tension monte en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs, plus les Chinois réalisent qu'ils doivent jouer un rôle actif dans tout cela, qu'ils ne peuvent pas simplement rester en retrait et observer les Russes combattre en Ukraine et les Iraniens lutter contre Israël et d'autres. En restant passifs, ils prennent le risque que par une conjonction imprévisible d'événements, le régime iranien puisse tomber, que le régime de Vladimir Poutine puisse tomber, et alors la Chine se retrouverait face à l'Occident sans alliés. Et vous savez, les Britanniques pourraient facilement retourner l'Inde contre la Chine. La Chine se retrouverait alors à nouveau dans une situation similaire à celle des années 1830, face à un nouveau siècle potentiel d'humiliation. Donc je pense que les Chinois réalisent qu'ils doivent s'impliquer activement. Ils doivent aider l'Iran, ils doivent aider l'Égypte, ils doivent aider les Russes, ils doivent être impliqués. Ils ne peuvent pas rester sur la touche en espérant que tout se passe bien. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous. Merci, Nima. Toujours un plaisir. Jusqu'à la semaine prochaine. Espérons que tout ira bien d'ici là. À bientôt, au revoir, prenez soin de vous. Prends soin de toi.